Encore une nouvelle version du podcast. Donc, avant de passer quasiment directement au dialogue avec Vincent Calmel qui va nous parler des raisons de sa photographie, juste pour rappeler qu'il y a une version anglaise de ce podcast. Cette semaine, ça sera l'anglais Russell Cobb qui nous parle de comment il est passé d'illustrateur à photographe, de sa passion pour raconter des histoires et aussi de son travail pour le festival du Goodwood Revival. Puis après ce dialogue avec Vincent, dans une quinzaine de minutes environ, si vous voulez aller de l'avant, ce que je ne recommande pas, hein, c'est mieux d'écouter d'abord le dialogue, mais vous pouvez passer au projet podcast, donc à la suite de ce projet podcast qui a été fait pour ce podcast, où on essaie de regarder un peu l'inspiration, la fabrication d'un projet et de la narration photographique liée, de l'écriture qui est liée. Mais aussi, on va un petit peu parler du festival de Arles qui a lieu la semaine prochaine, qui commence la semaine prochaine, et aussi un petit feedback sur le foam et sa recherche de talent. Ah, aussi, j'ai oublié un petit truc, en fait, par rapport au foam, là, cet appel à talent. J'attends toujours des nouvelles pour voir si je peux peut-être avoir quelqu'un du foam qui expliquerait pourquoi ils ont voulu ségréguer sur une tranche d'âge de 18 à 40 ans comme étant des talents nouveaux. Alors ils veulent faire un truc générationnel évidemment, mais ils le disent pas. Donc est-ce que dans leur communication, c'est quand même des pros de la communication? J'aurais été intéressé d'avoir ce dialogue. Je vous tiens au courant par la suite de toute manière. Voilà, tout de suite le dialogue. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir un ami proche qui est Vincent Calmel, photographe, pour ce dialogue. Qui a une question qui est toujours aussi intéressante à chaque fois, qui est: quelles sont tes raisons pour la photographie? Pourquoi la photographie? Est-ce qu'elle est venue à toi? Est-ce que tu es venu à elle? Alors déjà, bonjour, cher Tristan. Merci de me consacrer, c'est quoi, 15 minutes, c'est ça à peu près? Ouais, à peu près 15 minutes. À peu près Format un 15 petit peu minutes. court, toujours trop court, C'est vrai? mais Bon, toujours alors aussi bon. on va être bref et concis. La photo, enfin, est-ce que je suis allé à la photo? Est-ce que la photo est venue à moi? Ben, en fait, chacun a fait son chemin, dans le sens où elle est venue à moi d'une façon un peu cachée, un peu maligne. Et moi, je suis allé vers la photographie d'une façon à laquelle je m'attendais pas. Donc, tu connais un peu mon histoire, mais évidemment, je vais Ah ouais, ouais. en Alors bah, ouais, parler. effectivement, je connais bien ton histoire. C'est pour ça que je trouve qu'elle est vachement intéressante. Mais pas les auditeurs. Donc voilà, justement, donc je vais essayer de te la rappeler pour la centième fois et pour la première fois pour les auditeurs. C'est sympa. Non, parce que à la base, la passion, ma passion liée à l'image, c'était liée à l'image en mouvement, c'est-à-dire le cinéma. Très, très, très jeune, j'ai eu la chance d'être mis en position de voir des films qui étaient peut-être pas obligatoirement ce qu'on voyait en tant qu'enfant, parce que c'était les deux réalisateurs qui ont vraiment marqué mon enfance, c'était Truffaut et Tati, en fait. Alors après, comme d'autres réalisateurs comme Spielberg ou encore d'autres réalisateurs, ce sont des réalisateurs qui savent véritablement créer un dialogue narratif cinématographique qui arrive tant à s'exprimer pour des adultes que pour des enfants. C'est-à-dire qu'il y a différents niveaux de lecture qui sont vraiment passionnants et qui font d'ailleurs qu'ils ont un si grand talent. Mais je me souviens très bien donc de L'Enfant sauvage, par exemple, de François Truffaut, de mon oncle, de Tati, plus tard de Spielberg. Je crois que c'était Rencontre du troisième type, avec cette petite histoire, parce que dans Rencontre du troisième type, le professeur est Truffaut, donc François Truffaut, et c'est notamment grâce à Truffaut que cette fascination pour le cinéma, entre guillemets, réel, parce que quand on est jeune, enfin je veux dire, aux alentours des 9-10 ans, on regarde plutôt à l'époque des dessins animés, il y avait tous les dessins animés japonais, tout ce genre de choses. Et c'est pas véritablement vers ce cinéma-là qu'on irait naturellement. Et Truffaut parce que, en fait, il fait partie de ma famille de façon un peu indirecte. Et il se trouve que ma cousine, qui est un petit peu plus âgée que moi et dont je suis très proche, enfant, donc très jeune, a joué dans L'Argent de poche. Alors, pour les cinéphiles qui ont une mémoire, parce que c'est un film qui est quand même relativement ancien, comme nous deux
mon cher Tristan. Absolument pas. C'est la petite... Merci. C'est la petite fille qui est un moment enfermée dans sa chambre parce qu'elle refuse d'aller avec ses parents au restaurant parce qu'elle est un peu caractérielle, parce que ma cousine n'était pas du tout d'ailleurs, et qui prend l'haut-parleur de son père, parce que je crois qu'il est policier, et qui hurle dans la cour de cette cour, magnifique cour parisienne, j'ai faim, donc voilà. Donc c'est une scène un peu mythique. Donc tout ça pour dire que à ce moment-là, donc c'était presque comme une histoire de famille, le cinéma. Donc c'était quelque chose qui, pour moi, avait une forme d'accessibilité et de logique. Oui, c'est pas très compliqué de raconter une histoire, de la mettre en image, de demander aux gens qu'on aime, de participer, de faire un truc qui arrive tout d'un coup comme ça sur un écran et qui, bah, évidemment, crée des émotions fortes et même au-delà. Donc ça a été vraiment un choc, une évidence pour moi à ce moment-là, et avec aussi quand même cette obsession de l'image qui était déjà naissante à ce moment-là. Je veux dire, il y a un moment, à un certain âge, quand on est jeune, on s'interroge aussi toujours par rapport à notre propre existence, avec le temps qui passe. Quand j'étais jeune, c'est quelque chose qui m'obsédait, l'idée de perdre des moments, de les oublier, de ne plus garder en mémoire des choses qui pourtant nous avaient marqué à une certaine époque. Donc il y avait aussi déjà, très jeune, je m'en souviens, cette fascination de pouvoir enregistrer un moment et à partir du moment où il est enregistré, que ce soit sur un support analogique, du Super 8, du 16, un support magnétique, maintenant numérique, ben, d'une certaine façon, il devient en fait immortel. Je me suis dit, bah, tiens, si quelqu'un dans la famille peut écrire un film, le produire, prendre la cousine et les amis et tout ça, et bah, voilà, enfin, il n'y a pas de raison que je puisse pas. Quelque chose de très naïf, mais à la fois d'assez intéressant. Et donc, très jeune, je crois que j'ai commencé à écrire mes premiers scénarios à l'âge de 11 ans. Et j'ai découvert aussi à cet âge-là, un peu plus tard peut-être, alors c'est aussi un âge relativement jeune, des films de Hitchcock, pardon, évidemment il y avait toute cette filiation avec la nouvelle vague, puisque Truffaut et Godard, à l'époque des Cahiers du cinéma, quand ils avaient donc lancé les Cahiers du cinéma, avaient eu la chance de pouvoir faire un entretien fleuve avec Hitchcock, dont ils ont sorti un livre qui est célèbre pour les amateurs de cinéma, puisqu'Hitchcock, comme d'autres réalisateurs américains, était pour eux vraiment des précurseurs, et à juste titre, parce qu'il était vraiment, le cinéma à l'époque et encore maintenant était vraiment révolutionnaire de Hitchcock. Donc, de fil en aiguille, j'ai pu voir les films de Hitchcock. J'étais aussi passionné par son univers. Donc, j'ai commencé à écrire des choses plus dans cette veine-là, des espèces de thrillers comme ça, un petit peu avec des personnages à plusieurs niveaux de compréhension. Là, en fait, ce que tu dis, c'est vraiment cette fascination de l'image, de mémoriser par l'image, mais surtout de l'écriture, en fait. Oui, bah, c'est vraiment raconter l'histoire. Ouais. Je crois que c'est vraiment raconter l'histoire, je vois, parce que je pensais encore à ça par rapport à ta demande justement de parler ensemble de nos passions communes. Je regarde là actuellement, là vraiment, avant de commencer notre podcast, j'ai regardé 5 minutes une série américaine un peu classique qui est pas très réussie, mais avec par contre une histoire extrêmement, extrêmement prenante. Et je regardais ça et je me disais, mais en fait, c'est fou, j'ai l'impression d'être plus en vie dans l'histoire des autres que dans la vie en elle-même. Donc, du coup, il y avait peut-être aussi une façon de vouloir réécrire mon propre rêve, mon propre délire. Alors, bien sûr, et je suis toujours quelqu'un qui est énormément dans ses rêves, donc qui a une relation à la réalité qui est assez particulière, on va dire. Donc, il y avait toute cette dimension-là. Donc, c'est-à-dire, en effet, de raconter une histoire et de la rendre réelle. Parce que pour moi, le cinéma, il faut bien comprendre, hein, à partir du moment où justement c'était quelqu'un de proche, en voyant ma cousine, en voyant voilà toutes ces choses-là, en voyant un grand réalisateur qui prenait Truffaut, tout ça, c'était quelque chose de tout à fait réalisable, de tout à fait faisable. C'est réel, c'est concret, ça existe. C'est pas parce que c'est que sur un écran en 2 dimensions que les 3 dimensions n'existent pas, que l'univers n'existe pas, parce que mon engagement personnel quand je regardais un film est tel que vraiment, il y a une espèce d'hypnose qui est créée et je suis totalement pris dans l'histoire. Alors maintenant, la chance que j'ai quand je regarde une série, c'est que j'arrive maintenant aussi à voir comment elle a été construite. Donc ça, c'est vraiment, c'est très prenant, je veux dire, parce que à la fois je suis dans l'histoire, je suis l'histoire, mais je me dis, tiens, tel angle de caméra, c'est intéressant. Il m'arrive souvent de revenir en arrière pour regarder des idées de cadrage ou des choses qui me semblent intéressantes ou alors pas du tout intéressantes à éviter. Enfin, voilà. Mais ça, c'est clairement tout ce que tu as apporté la photo, en fait, par rapport à ton désir d'écrire des histoires. Enfin, moi, je le sais un petit peu parce qu'on en a pas mal discuté. Alors oui, non, enfin non, c'est plutôt, c'est-à-dire que ça a été un chemin. C'est-à-dire donc voilà, pour expliquer, pour revenir à ta question initiale, si tu veux, par rapport aux raisons, moi, c'était le cinéma, donc vraiment. Donc, à l'époque, de nouveau, bah, il y a moi, une fois que j'avais écrit mon histoire, ce qui pouvait
prendre un certain temps. Donc, du coup, je me souviens que j'écrivais des histoires assez courtes. On me dit, je vais vite les réaliser, parfait. Après, je me suis retrouvé confronté à quelque chose qui continue encore maintenant, à la réalité de la réalisation et de la production, notamment, c'est que il faut des sous, il faut des moyens techniques, il faut des moyens humains, etc., pour pouvoir donc réaliser. Et à cette époque-là, comme nous ne sommes plus des jeunes de 20 ans, mon cher, nous avons Pas loin quand même. pas loin, ouais, voilà. Il n'y avait pas il y a pas eu cette démocratisation absolument incroyable que nous avons maintenant des moyens professionnels, de caméras, de tout ça. Il y a vraiment pas énormément de possibilités lorsqu'on est amateur ou semi-amateur de réaliser une histoire qu'on a écrite, même si elle est simple. Hein. C'est juste un bonhomme qui rentre dans sa cuisine, couvre son frigo et puis voit son chien dedans qui lui offre un whisky ou des bêtises comme ça. Voilà, le genre de choses que j'écrivais. Ne serait-ce qu'alors déjà pour commencer par la caméra, parce qu'il n'y avait pas de numérique, donc c'était de l'analogique. Toi et moi, on est encore des fous et des dingues d'analogique, bien sûr. Ouais. Donc c'était quoi? Le 8 mm, qui était la meilleure option, parce qu'à l'époque, c'était quand même meilleur marché que le 16. Le 16, qui demandait un peu plus, donc voilà. Donc je me retrouve confronté à ça. Première grosse déception, même si je faisais partie de ciné-club, où il y avait un accès, parce qu'il y avait quand même des structures qui existaient, heureusement, comme maintenant d'ailleurs, mais où on pouvait avoir accès, mais ça demandait quand même un certain coût. Il fallait acheter la pellicule, il fallait la faire développer, il fallait faire le montage, voilà. Donc, tous ces côtés-là, de d'un coup, le côté simple, oui, c'est simple, on fait en famille. Non, c'est pas aussi simple, ça demande. Donc là, il y a eu cette première frustration qui a fait que je me suis dit, bon, j'écris des petites choses, et puis, bon, on verra un moment quand je pourrai tourner, parce qu'il y arrivait aussi les premières caméras VHS qui devenaient plus abordables, il y avait des possibilités. Donc, je me suis dit, peut-être qu'on va on va voir à ce moment-là. Donc voilà, le process s'est fait jusqu'à ce qu'à un moment donné, dans la fin de mes études, donc j'avais 18 ans à peu près, un professeur d'économie qui était un passionné de photographie noir-blanc et de laboratoire avait monté un cours auquel un ami m'a conseillé de m'inscrire avec un excellent argument, parce que moi j'étais toujours dans le cinéma, hein, j'étais en train de préparer, à l'époque ça s'appelait l'IDEC, maintenant c'est la FEMIS, qui est une école à Paris de cinéma assez connue par rapport à justement comment dire ça, toutes ces. Merci papa, j'ai mon père qui me donne des petites notes. Donc oui, Oui, pour renforcer ta mémoire. oui, oui. Je dis ciao. Je dis au revoir à mon père. Je suis depuis une semaine dans le sud, dans notre maison familiale. Donc voilà. Et pour en venir à ce que je disais, donc j'étais vraiment toujours dans cette optique, évidemment, de pouvoir après faire une école, alors la technique, évidemment, pour comprendre à la fois l'aspect de l'écriture, de la réalisation et de la mise en scène. Mais mon ami me dit, qui lui faisait énormément de photos, me dit, écoute, ça peut être vachement intéressant parce que déjà, un, c'est gratuit. Deux, tu as accès à du matériel sans devoir payer. C'est quand même, voilà, les films négatifs coûtaient de l'argent, les liquides, les chimies, les agrandisseurs, l'espace, tout ça, ça coûtait, tout ça était mis à disposition. Donc, il m'a dit, écoute, le 35 mm en caméra, c'est à peu près le même process. Donc, tu vas comprendre. Je dis, ah ouais, c'est super idée. Donc, j'y vais. Il me montre un peu tout ça. Je dis, oui, il faut dire un laboratoire noir-blanc. Je ne sais pas s'il y a des personnes parmi les auditeurs qui ont eu la chance de voir. C'est un lieu qui est assez sympa quand même. Enfin, c'est intime, il fait noir, on allume cette lumière actinique, c'est spécial. Ça ressemble à plein de scènes de films, c'est assez magique. C'est déjà à la base un endroit qui est magique. Donc, je prends mon appareil, on part avec mon ami, on va faire un peu de la photo de rue. Donc déjà là, ce que je n'avais, je crois pas, non, j'ai jamais fait avant. Je t'avais expliqué que j'avais mon père qui lui aimait beaucoup faire de photos. Il tournait aussi beaucoup Donc il y avait un appareil photo oui, il avait le fameux Minolta 700, là on a déjà parlé, et puis il avait aussi une petite caméra Super 8, et c'est fantastique. Enfin, je veux dire, c'était toutes les vacances qu'on filmait. Alors ça a l'air débile de dire ça, mais c'est vrai que sur un support tel que le support de Super 8, ça a un charme, ça a un grain, ça a c'est un univers qui a quelque chose d'unique, de magique, voilà, toujours maintenant. Donc, on avait aussi cette petite caméra, mais qui était vraiment de très mauvaise qualité. Je n'allais pas tourner mes films avec ça. Moi, le grand génie du cinéma à l'époque qui m'imaginait déjà expliquer à Spielberg et à Truffaut comment. Ça va venir, ça va venir. Oh, non, je préférerais aller boire un verre avec eux. Enfin, Spielberg est toujours là, François, malheureusement plus. Et donc, du coup, je me retrouve à être avec mon ami et qui a se balader comme ça, dit, regarde et tout. Je dis, papa, c'est pas mal quand même, c'est chouette ce petit truc. Et aussi, évidemment, avec toujours en arrière-fond, en arrière-pensée même, le fait de se dire, tiens,
Là, je déclenche. Ce moment-là, qui était peut-être, on va dire, je sais pas, je devais bosser avec un 50 mm, donc je devais être en tout cas, on était en extérieur au 4 centièmes, voilà. Ce 4 centièmes de seconde de ce qui vient de se passer, la plupart des gens ne voyaient même pas qu'on faisait des photos, est enregistré, il a arrêté, il existe. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, même si le temps maintenant est passé, ce moment-là était enregistré. Donc je sais que ça, déjà, ça m'avait... je trouvais ça hyper excitant. Mais j'avais toujours cette frustration que c'est une image et pas 24 par seconde ou 25. Donc, on n'y est pas encore. Donc, je regardais sur ça en me disant, ouais, c'est chouette quand même, profondeur de champ, tous ces trucs. Donc, la technique, évidemment, d'un coup, tout prenait son sens. On va au laboratoire, on développe, et puis bon, bah là, la magie opère. Et puis c'est sans mauvais jeu de mots, c'est presque révélateur comme l'image dans son bain. C'est même un bon jeu de mots. C'est un bon jeu de mots, voilà. Ça m'a fixé en arrêt. Donc voilà, donc je passe du révélateur au bandar et au fixateur. Enfin, j'ai l'image qui est là sous mes yeux. Donc déjà, la magie de sortir soi-même son négatif, de tout créer soi-même, tout est relativement simple. En plus, dans le laboratoire noir blanc, il faut juste être un peu minutieux, un peu patient, et voilà. Et là, dès que j'ai vu cette image arriver, ok, bon bah là, j'ai été, la photographie est venue, elle a fait hello, voilà, je me présente, on va devenir potes et on est devenus très, très proches, à tel point que, comme je te disais, les profs envoyaient toujours mon pote, justement Jean-Marc, me chercher parce que je n'allais quasiment plus en cours. J'étais toujours en train de développer. Il faut vraiment comprendre, il y avait ce côté, la frustration que j'avais connue, et qui n'était pas simple, hein, vraiment, parce que j'avais essayé, j'avais des amis très proches qui, eux, avaient réussi à acheter, par exemple, une caméra VHS. C'était pas simple parce qu'il y avait quand même un coût, même si à la limite, la caméra était là, les cassettes étaient là, après, il y avait le montage, il y avait le son, donc c'était toujours un coût. Moi, j'étais étudiant, donc j'avais pas des milliers de francs à mettre, il fallait compter, en tout cas, bien 3000 francs au minimum pour monter un petit truc de 2 minutes. Hein, voilà. C'est clair que ce n'était pas aussi accessible. Ah, voilà. C'était vraiment, voilà, la technologie n'était pas aussi popularisée, on va dire. Et donc, avec cette approche-là de la photographie, c'était immédiat. C'est-à-dire, j'avais mon boîtier, j'avais mon film noir-blanc, hop, je faisais mes photos, tac, 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 et une demi-heure après, je sortais mon image à la taille que je voulais en plus. Et je pouvais en sortir autant que je voulais. Même si chaque tirage est évidemment unique, puisque le reproduire, à part si vraiment on n'a aucune intervention sur l'agrandisseur, on va dire, mais c'est quasiment très rare. On intervient toujours pendant le développement pour retenir des zones, redonner dans les hautes lumières, etc. Bref. Donc, tout d'un coup, il y a eu déjà le côté magique de l'apparition de l'image dans ce bain et que n'importe quelle personne, même une personne qui ne s'intéresse pas à quelque forme d'art que ce soit, va être subjugué, va être sous la magie de ce moment, qui est une chimie de base. Hein, donc voilà. Et après, il y a eu ce côté d'absence totale de frustration par rapport à l'idée et la matérialisation de l'idée. C'est-à-dire que c'est tout de suite. Tu le sais, toi aussi, qui fais beaucoup d'argentique. Alors, toi, je crois que tu fais plus de labo noir blanc. Mais bon, après, on développe ouais, très rarement. Mais ça reste magique. Voilà, maintenant, même les couleurs, il existe maintenant des machines avec un seul bain, on peut sortir le nègre, le scanner tout de suite. Donc, même si, évidemment, on n'a pas une même immédiateté, spontanéité qu'avec le numérique, il y avait quand même, par rapport à toute la phase de production à mettre en place pour réaliser ne serait-ce qu'une minute, 30 secondes, là, il y avait quelque chose où la frustration était balayée. Donc, évidemment que c'est devenu pas tout de suite une évidence. Pas tout de suite une évidence parce que ma passion pour le cinéma est toujours là, elle n'a pas changé. C'est pour ça d'ailleurs que j'y retourne et que, comme on disait, la boucle est bouclée, que maintenant je suis également réalisateur à la fois dans mon travail professionnel commercial et à la fois dans mon travail personnel. Donc voilà pour une explication relativement longue. J'ai aucune idée de combien de temps sont passés. On est à peu près à la durée du podcast, malheureusement, qui est toujours trop court. Mais justement, ouais. Ce que j'allais dire, justement, c'est que, alors, de toute manière, je mettrai toutes les informations liées au podcast, sous le podcast, avec le lien sur ton site, sur ton compte Instagram. Mais en fait, justement, alors, pour ce petit podcast, alors, je pousse les auditeurs à aller te contacter, à aller te suivre, voir ton travail,
poser des questions, à interagir avec toi. Oui, bien sûr, avec plaisir. T'as déjà réalisé, pourtant ce n'est pas ton premier métrage. Non, En ce moment, justement, tu as un projet avec Los Angeles, tu fais des allers-retours. voilà que Alors j'ai. peut-être que pour finaliser le podcast, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement des projets actuels et où tu vas? Ah ben, c'est justement, alors si je me suis permis de parler au début justement de cette relation avec le temps, la mémoire, comment être en mesure de figer euh, cette, cette, euh, cette tyrannie de moments qui passent, évidemment, puisque là, maintenant que je viens de te parler et d'y penser, le moment est déjà derrière nous. Donc, cette Mhm. espèce de mise en avant qui peut, si on s'y attarde, être vraiment extrêmement angoissante, quand même, d'une certaine façon, qui, je pense, motive énormément de pulsions artistiques ou créatives, sans vraiment m'en rendre compte, est la base de ce que j'ai écrit et eu la chance de tourner à Los Angeles où je réside maintenant à peu près la moitié du temps, qui est basé justement sur un personnage qui est lui-même, alors obsédé justement par cette possibilité de justement garder une mémoire, garder une trace quasiment indestructible, quasiment, comment dire ça, qui va survivre à lui, qui va, voilà, tant qu'elle n'est pas détruite, évidemment, car il filme avec une petite caméra mini DV, donc ces anciennes caméras qui étaient entre l'analogique et le numérique, puisqu'on enregistrait du numérique sur une bande. Il est constamment avec son petit sac et cette petite caméra, et dès que quelque chose attire son attention, dont il a envie de se souvenir, dont il a surtout, il craint de ne pas se souvenir, donc c'est vraiment sa motivation. Dans l'histoire, c'est important parce que justement, la crainte et l'angoisse va se transformer après en quelque chose de plus, peut-être de plus personnel, plus constructif. Pas de spoiler, s'il te plaît. Ils meurent tous à la fin. Non, 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 absolument pas. Je veux voir le film avec un En regard fait, frais. en fait, il dure 30 secondes parce que comme j'ai appris qu'il fallait, il commence, boum, il meurt, c'est fini. Voilà. Ça m'a coûté 50-50, c'était parfait. Non, mais voilà. Donc, on est sur ce personnage qui, évidemment, il va lui arriver plein de choses très rocambolesques, des rencontres, une rencontre qui va évidemment déterminer toute cette transformation dans cette obsession d'enregistrer le moment présent et d'en garder une mémoire indestructible. Voilà, donc ça, j'ai tourné les premières, je pense, entre 20 et 30 minutes du film. Là, je vais certainement même peut-être ce soir continuer une partie du montage parce que j'ai de la peine à trouver actuellement une personne qui va continuer ce projet. C'est la première fois que je fais un projet personnel où il est clair pour moi que mon travail va s'arrêter à ce moment-là et la suite de la création de ce film appartiendra à une rencontre. Donc, du coup, il faut que la rencontre soit bonne. Il faut qu'elle se fasse au bon moment, etc. Parce que je ressens ce travail-là comme si je devais, à un moment, avoir ce certain lâcher-prise, tout en évidemment gérant en arrière-plan, bien sûr, parce qu'à la fin, c'est quand même moi qui décide du tempo, etc. Mais où je suis vraiment dans une optique de collaboration et où je sens tout comme ce personnage, puisqu'évidemment, sans me rendre compte, c'est moi-même. Heureusement, quand je l'ai écrit, j'ai pu mettre plusieurs autres personnages proches de moi, donc créer un personnage un peu hybride, ce qui est, à mon avis, la façon la plus intéressante d'écrire un personnage. Comme ce personnage, à un moment doit dans le film, il doit accepter que certaines choses qui vont lui permettre d'avancer ne dépendent pas uniquement de lui. Et c'est à peu près ce que je vis maintenant. Et même si c'est un peu, j'avoue, un peu dur pour mon impatience légendaire lorsque je crée, je l'accepte parce que j'ai vraiment besoin d'avoir une personne qui puisse me dire, tiens, tu vois, Vincent, ça a commencé, ça commence évidemment avec un très gros plan de la caméra parce que ce personnage se filme tous les matins où il parle. Ça, c'est un petit hommage aussi à David Lynch avec toute l'activité qu'il a maintenant sur le web parce que David Lynch est un génie absolu et qu'il a su comprendre l'impact et l'intérêt des réseaux. Donc, il lit la météo, entre autres, il parle, il fait un petit, voilà, enfin, il fait beaucoup de choses. Donc, il y a cette chose qui m'a marqué. Mais là, je retourne, donc je filme vraiment l'objectif. Et ce qui, pour moi, est une scène que je trouve valable et que je valide. Mais si, par exemple, à partir du moment où on sera vraiment dans un montage concret du film, vraiment en train de vraiment valider toute l'architecture de ce projet avant de passer au son, à la musique, à l'étalonnage, si, par exemple, cette personne me dit, ton début est bien, mais je pense qu'il y a mieux. Mhm. Je serais, et vraiment pour la première fois,
totalement dans l'optique et si évidemment la proposition est valable, de complètement reprendre ça. Et c'est intéressant pour moi parce que moi je suis un control freak. Mhm. C'est assez neuf pour moi justement de dire que un travail, j'aime pas dire une œuvre, mais qu'un travail, un film, à un moment ou un autre, trouve sa propre respiration, trouve son propre pouls et même parfois donne déjà des indications en disant hop, hop, Mhm. hop, hop, laisse-moi tranquille, donne tes avis, mais peut-être que quelqu'un d'autre qui partage la même vision que toi, ou les mêmes intérêts, ou la même angoisse, ou le même besoin, ou la même obsession, va avoir un éclairage sur ce que tu as fait différent. Donc, quand j'ai tourné, par exemple, j'ai tourné de façon déjà à ce que la personne en charge de l'editing, donc du montage, ait suffisamment de matériel Ouais, suffisamment pour pour pouvoir aborder, monter, en fait, voilà, distiller un peu tes idées pour qu'elles soient. abordé sous plusieurs Ouais, angles. ouais. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait imaginer de le faire de façon linéaire, on pourrait imaginer certains comebacks, flashbacks, parce qu'il y a évidemment, ce qui m'intéressait moi dans ce projet, et qui je pense va être assez récurrent dans mes prochains projets, c'est le fait d'avoir, à partir du moment où on a la caméra du protagoniste, donc qui lui filme des événements donc vu à travers son filtre, son personnage, sa vision, et moi qui suis cette espèce d'observateur manipulateur, puisque je crée cette Mhm. histoire, puisque tout est inventé évidemment. On a deux niveaux de lecture, deux niveaux de narration qui sont que pour moi personnellement, lorsque j'ai envie d'écrire et de réaliser un projet, une histoire, c'est dingue. C'est comme si on ouvrait un infini de possibilités incroyables. Et justement aussi une certaine souplesse dans la façon avec laquelle on va se dire, voilà, par exemple, je réfléchissais aux premières parties, j'ai monté les 15 premières minutes. Et j'étais très satisfait. Et là, tout d'un coup, de nouveau, j'ai vu un autre film où The Stranger, je crois, Ouais. où j'ai été subjugué par la qualité du montage qui est inexistant. Mhm. On croit qu'il est inexistant, donc il est génial. Ah ouais, C'est il est une grande transparent dans entreprise, le. voilà. Mhm. Alors on sait qu'il y a des règles, certains grands monteurs ont édicté 6 règles qu'il fallait suivre, qui sont tout à fait valables, mais il est vrai qu'à partir du moment où tout d'un coup on oublie carrément le montage, même dans une scène de dialogue, tout ça, et que on a ce moment où on est un peu surpris, on se dit mais qu'est-ce que je viens de voir? Donc Mhm. notre cerveau part en arrière alors que le film continue. Donc voilà, il y a des choses qui sont passionnantes Bah, ouais, on se qui réjouit laissent de de. Ouais, possibilités. ouais. Bah, à nouveau, je renvoie vraiment les auditeurs. Bah, de toute façon, on aura probablement d'autres petits dialogues avec toi dans le futur pour suivre un petit peu l'avancée de Cool, tes travaux. très Euh, cool. mais clairement, je pousse les auditeurs à aller voir les liens en bas, de prendre contact avec toi, de te suivre Oui, sur les avec réseaux plaisir. sociaux. Puis Ouais. ils peuvent m'écrire, Puis j'attends. on en profite pour, s'il y a des éditeurs dans le coin, des gens qui Alors, seraient, on des dirait monteurs éditeur, qui des seraient monteurs, dispo. monteurs, Ouais, monteuses. Ouais, ouais, ouais. non, non. Non, mais j'ai eu la chance de Bah, rencontrer s'il y des en a qui gens, mais écoutent, ils sont, qu'ils ils te sont. contactent. Alors, s'il y a un métier à conseiller aux jeunes gens passionnés, partez dans le montage parce que dès que vous êtes bon, vous travaillez, vous avez 2 ans devant vous qui sont pleins. Hmm. Parce que tous ceux à qui j'avais envie de travailler disaient, oh ouais, super ton projet. Alors écoute, en 2025, j'étais un pop, 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 on retourne dans la Hmm. même frustration. Alors, je veux bien être patient, mais non, pas 2, 3 ans. C'est dommage parce qu'il y a vraiment des Ouais. personnes, je sais que tôt ou tard, on va Non, travailler mais ensemble. ça, ouais. Non, mais alors, pour ceux qui écoutent, n'hésitez pas à contacter Vincent. Puis, bah, je te remercie vraiment beaucoup pour Avec ce plaisir, dialogue mon et ce cher. partage. Et on se retrouve tout bientôt. Ciao, À ciao! bientôt! Voilà, donc deuxième partie de ce podcast. Euh, En fait, ce qui est intéressant, là, on va partir directement sur le projet podcast. Donc, ça va pas être super long. Ces premières semaines, donc l'idée de ce projet, c'était vraiment d'explorer un peu l'inspiration. Ensuite, comment est-ce qu'on construit un projet? Comment est-ce qu'on essaye de chercher dans ses idées, dans ses ressources photographiques et ensuite dans ses envies, quelque chose à raconter. Et ensuite, comment on travaille la narration. Donc, la semaine passée, la première semaine, j'étais parti d'une photo. Parti un petit peu dans les synonymes d'un terme. Le projet va s'appeler Matière, en fait Matter en anglais.
On va pas tout de suite partir sur la traduction en français, donc on va vraiment le faire en anglais pour le moment, ce projet, voir si ça nous mène quelque part, si on va le traduire à la fin. Mais je pense que les définitions des mots sont pas forcément les mêmes, et l'idée c'était peut-être de partir sur la matière et ses synonymes. Donc en anglais, c'est pas exactement les mêmes. Cette première version, deuxième semaine, j'étais parti avec une idée de couverture sur une photo qui était un petit peu abstraite. Donc là, je vais mettre les liens en dessous dans la description du podcast, avec une couverture de dernière page où j'avais une photo d'un de mes premiers studios, donc il y a plusieurs décennies. Et l'idée, c'était peut-être un peu de tourner autour de ce qu'est la matière, le vide, le plein. Et donc cette dernière semaine, j'ai essayé de rajouter un petit peu de substance. Et je me suis dit, tiens, moi qui aime beaucoup travailler avec les diptyques, pour ceux qui connaissent mon travail, je travaille plutôt en format portrait qu'en format carré ou en format panoramique. Et donc j'aime bien les diptyques, parce que ça, c'est souvent en plus là, si je pars sur une publication de type magazine ou livre, plutôt magazine a priori, je me suis dit, bah, tiens, on va essayer d'expérimenter. Je ne sais pas très bien où je vais, j'ai pas vraiment encore l'inspiration, surtout que c'est un projet qui est vraiment fait pour essayer de montrer les méandres, les mécanismes qui, moi en tout cas, vont me travailler pour fournir quelque chose toutes les semaines sur ce podcast à ce propos. Donc là, j'ai essayé d'expérimenter, d'essayer de créer un premier diptyque où il y a une première photo, c'est un papillon en vol au milieu d'une foison d'herbes. Et donc ça, c'est la page de gauche. Et la page de droite, c'est un rideau, en fait, dans une fenêtre, dans un immeuble, d'une banlieue, d'une ville vraisemblablement de moyenne taille. Alors, je connais un petit peu les sources. Et je les mets les deux côte à côte. On voit qu'il y a du vent dans ces rideaux. Je vous laisse aller regarder la photo. Je me suis dit, tiens, on va essayer de voir ce que ça donne. Je vais essayer de digérer un peu cette construction. Et comme première page de la publication, au-delà de la couverture, j'ai mis une partie, un recadrage de cette photo de couverture arrière avec l'appareil photo qui m'avait servi de sujet dans cette photo de mon studio de l'époque. Et ensuite, une dernière page où j'essaie de mettre du texte, où j'essaie de créer pas des petits haïkus, mais j'essaie je jette un petit peu contre les murs pour voir ce qui croche. Et je ne suis pas forcément convaincu, mais voilà l'état où en est ce projet podcast. On va voir un petit peu dans quelle direction ça va dans les semaines qui viennent. Mais j'en suis là. Je trouvais que le diptyque marchait assez bien. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer des messages vocaux via la plateforme de podcast de Spotify, ou à m'envoyer des textes via les autres plateformes, YouTube ou Instagram. Ensuite, alors ça c'était l'avancée de ce projet podcast, donc Matter. La semaine prochaine commence le festival des rencontres d'Arles en France, donc un des plus gros festivals de photos sur la planète. Donc c'est la première semaine de juillet, en plus c'est la semaine professionnelle, donc si vous êtes professionnel, c'est toujours sympa, je pense que vous connaissez déjà si vous l'êtes. Sinon, c'est vraiment là où il y a vraiment une foison de personnes. Il y a un peu aussi une saturation. En général, ça sature un peu. Il y a tellement de gens qui sont là. Mais par contre, c'est l'occasion vraiment de croiser des gens, d'aller boire des verres avec eux, d'aller voir des expos ensemble. Il y a beaucoup d'événements sur cette première semaine. Et donc, ce festival, cette année, si vous tapez Rencontre d'Arles dans Google, vous retrouverez je mettrai peut-être aussi le lien dans la description. Donc, c'est du 3 juillet au 24 septembre, globalement. Mais cette première semaine, donc, qui commence la semaine prochaine, va être intéressante. Et le thème du festival cette année, c'est un état de conscience. Et pour la photo de l'affiche, c'est Emma Sarpaniemi qui a été l'autrice de la photo. Alors, ça va être intéressant de voir aussi un petit peu ce festival, ce qu'il en est. Peut-être j'y serai à un moment la semaine prochaine. Donc, je pense qu'il y aura un petit peu des retours dans les prochains podcasts. Pour le moment, je me réjouis de voir un peu de découvrir. C'est toujours un assez grand moment, en fait, tant en termes d'exposition que d'événements ou de présentation, ce festival. Donc, puis voilà, donc on se verra. On se verra à Arles si vous y allez, donc n'hésitez pas à envoyer un message. Ou sinon, à la semaine prochaine.